Donc, bonjour à tous. Pour info, c'est la première fois que je donne un talk à DevOps. Je suis un peu tremblé. Merci de me donner un peu confiance en vous, en applaudissant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous proposer de voir comment on pourrait nous réconcilier avec le JavaScript, un langage qui n'a pas souvent une bonne réputation grâce à Flow. Pour info, je suis développeur full stack JS chez Fluo. Fluo, c'est une startup qui travaille dans l'assurance. La mission de Fluo, c'est de vous rendre une transparence dans tous vos contrats d'assurance, quel que soit, c'est de l'auto, l'emprunteur ou de l'habitation. Je vous encourage aussi à télécharger l'application Fluo qui est gratuite sur Android et iOS, d'essayer pour voir si on pourrait vous trouver les meilleurs contrats d'assurance qui existent sur le marché. Au sommaire, on va parcourir trois choses. On va revoir à la source le système de typage qui existe dans JavaScript actuel, le problème qui pourrait le poser, pour avoir un peu de contexte pourquoi on a Flow. J'en profite aussi pour vous expliquer comment ça marche derrière, à l'occasion. Et à la fin, on va parcourir un peu les quelques bonnes pratiques à garder en tête lorsque vous souhaitez débuter avec Flow. En parlant du JavaScript, on sait que c'est un langage qui fait partie du système typage et dynamique. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de décrire explicitement les types, de manière un peu verbeuse, comme en Java. Par contre, le seul concept de type, ça vient des valeurs qu'on donne dans les variables. Par contre, ce n'est pas tout. JavaScript, c'est réputé pour être faiblement typé, c'est-à-dire parfois on donne des strings dans les variables, mais en fait, ça dépend de l'opérateur qu'on pourra lui appliquer dessus. Si on applique un plus, par exemple, ça va se convertir en nombre au runtime. Est-ce que les types existent vraiment dans JavaScript? Oui, ça existe. En faisant un opérateur typeof en fait, devant une variable ou quelque chose dans JavaScript, on pourrait trouver un de ces types-là. Par contre, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a rien en fait. Ce qui nous pose pas mal de problèmes au runtime. En fait, les problèmes qu'ils pourraient poser, il y en a quatre, en fait, au moins quatre. On va parcourir un peu, je vais un peu le live coding pour vous montrer un peu les problèmes qu'on pourrait avoir. En fait, je retourne dans mon VS Code que j'ai lancé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dans le premier exemple, j'ai une fonction qui me permet de multiplier deux variables, deux nombres. Et par erreur, j'ai passé un nul dans ma fonction. Quand j'exécute la fonction, en fait, j'ai une surprise parce que j'ai un 0. Donc, c'est un peu bizarre. C'est parce que JavaScript essaie d'être intelligent, d'éviter les erreurs, alors que dans ce cas-là, en fait, c'est pas super intelligent non plus. En fait, parmi qu'on a de très peu d'erreurs au runtime en JavaScript, parfois on a des erreurs aussi, mais ça arrive assez tard. Ça veut dire quoi? Ça arrive assez tard. Dans le deuxième exemple, j'ai une séquence d'exécution, j'ai une séquence d'opérateurs. À la fin, je veux imprimer juste la valeur de la variable t. Ce qu'on voit tout de suite, c'est forcément, ça va péter à l'exécution du code, mais ça va péter à la dernière ligne. Par contre, l'erreur, ce n'est pas la dernière ligne, en fait, c'est la ligne 13. J'exécute la fonction, le programme, j'aurai une sorte de non-pointer exception, mais en fait, en JavaScript, c'est quelque chose undefined. Erreur arrive trop tard. Et en fait, c'est un peu grave parce que dans le code de production, parfois, en fait, ça arrive de très, 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 très loin dans différents modules JavaScript et il faut vraiment débugger pour savoir pourquoi il y a ces problèmes. Il y a un autre problème aussi, c'est que pour le refactoring, j'ai une fonction qui me permet de loguer une personne en fournissant un nom et un prénom. OK, ça marche, il n'y a pas de problème. Je vais exécuter pour que vous voyez. Par contre, un jour, j'ai dit que oui, ma fonction, c'est pas beau. Enfin, c'est pas belle comme fonction. Je veux juste refactorer en passant un objet avec un nom et un prénom là-dedans. Par contre, j'ai oublié un peu de passer les arguments comme il faut. Et moi, en fait, quand je fais ça, j'ai une surprise, c'est hello, undefined, undefined. Et on se demandait, what? Mais oui, il y a un problème.
Par contre, dans les codes de prod, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup complexe que ça. Donc, revenons à notre slide. C'est pour ça aussi que dans les grands codes bases du JavaScript, on a une tendance à ajouter des systèmes de typage pour pouvoir garantir un peu la sécurité avant l'exécution. Donc, il y a deux grands candidats qui existent pour ça. C'est TypeScript qui vient de Microsoft et du Flow qui vient de Facebook. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter Flow. Donc, Flow, c'est une solution qu'on utilise largement chez Fluo et aussi chez Facebook aussi. Donc, Flow, c'est un static type checker pour JavaScript qui vient de chez Facebook. Il y a un article qui vient sortir qui dit que c'est largement utilisé en interne chez Facebook et ça marche assez bien. Et je pourrais vous dire aussi que c'est un produit que je considère d'origine française parce que c'est écrit en OKML, un langage conçu par des Français, surtout son algo d'inférence de type. C'est à l'issue d'un chercheur, d'une thèse d'un chercheur français et que c'est écrit nulle part. En fait, c'est juste j'ai retrouvé la phrase dans leur code base. Donc, comment ça marche? Ça passe par des systèmes NPM un peu normal dans Node. En fait, on passe par YARN ou NPM pour installer Flowbean et pas Flow. Donc, faites attention. Après, dans chaque fichier qu'on veut vraiment typer, en fait, il suffit d'ajouter au début du fichier un add flow en fait, pour que Flow commence à travailler. Donc, on pourrait ajouter des add flow incrémentalement dans les fichiers pour qu'on puisse commencer à typer notre code base incrémentalement. Donc, parfois, il y a des modules un peu complexes, on ne veut pas typer tout de suite parce que ça pourrait causer des problèmes. Donc, on ne va pas ajouter, on va ajouter plus tard. Et en fait, au runtime, votre Chrome ou votre environnement Node ne comprend pas les annotations de type flow. Donc, il suffit de passer par un plugin Baben qui permet d'enlever tous les types flow en fait, au runtime et votre code JavaScript reste intact. Donc, en action, on va revenir à la première exemple, l'exemple là où il n'y a pas d'erreur. En fait, j'ai déjà configuré Flow pour mon VS Code, mais on pourra très bien faire ça dans la ligne de commande. Donc, j'ajoute Flow. Qu'est-ce que j'ai? En fait, je vais exécuter dans la ligne de commande. En fait, la ligne de commande me dit que oui, il y a un problème parce que je passe une variable qui vaut nul dans B. Donc, je vois exactement où est le problème. Donc, si par exemple, je passe un 2, je n'ai pas de problème. Ah, pardon. Et en fait, quand j'exécute mon code, forcément, ça marche. Donc, dans le deuxième exemple, là où l'erreur arrive trop tard, j'essaie aussi d'impliquer Flow. Et ça, cette fois-ci, en fait, Flow, il dit exactement en fait, la ligne qui pose problème. Et en fait, avant d'arriver vers la fin, il dit, voilà, la ligne qui posait problème. Là, on pourrait corriger. Donc, pour l'instant, c'est juste un exemple un peu artificiel que j'ai imaginé. Donc, on ne va pas corriger. Donc, voilà. Et le troisième exemple. Flow, il va me dire clairement, oui, la fonction expect, avoir un seul argument, on a déjà passé 2 arguments, donc c'est pas bon. Donc là, c'est une solution pour ça. Enfin, j'ai la solution ici. Il faut juste passer vraiment le bon argument. Et quand je refais flow, il n'y aurait pas d'erreur. Et quand j'exécute mon code, ça marche comme au début. Donc ça, c'est bon. Envie de voir que Flow, ça résout pas mal de problèmes que dans le JavaScript que je viens de citer. Par contre, derrière, comment ça marche vraiment? En fait, ça marche de manière assez simple. En fait, Flow, lorsqu'on fait marcher Flow, il passe par 3 phases. En fait, la première phase, il va parcourir toute l'arborescence du fichier JavaScript. Il va parser tous les AST pour pouvoir raconter toutes les informations possibles. Il ne va pas tout de suite dire qu'une variable, c'est de tel ou tel type. Il va garder jusqu'à la fin. Et c'est la deuxième phase qui est très intéressante, c'est que dans chaque module, il essaye d'assumer que les entrées et les sorties, c'est des types inconnus. Il va essayer d'inférer les types localement dans chaque module pour pouvoir raconter les informations. Et pour la troisième phase, une fois avoir en main pour chaque module les inférences de type, il essaie de merger toutes les inférences pour pouvoir trouver des contradictions. Donc, c'est ça le principe de fonctionnement du flow. Donc, on arrive un peu vers la fin.
Donc, j'ai quelques bonnes pratiques à vous donner après un certain temps de travailler avec Flow. Il y a beaucoup d'autres bonnes pratiques que je pourrais vous citer, mais faute de temps, donc on pourra nous contenter d'en avoir trois. Donc, premièrement, on va passer par du code aussi. On essaye d'éviter d'écrire du code qui plaire à Flow. En fait, dans cet exemple-là, j'ai un exemple assez simple. J'ai un nom qui est peut-être nul ou un string. En fait, je fais un console log string et quand je passe Flow dedans, j'ai un problème parce que Flow il dit que ouais, ben en fait, name, on pourra changer quoi. On pourra changer vers nul, donc des fois nul, il n'y a pas de length en fait. Euh, souvent dans les codes base JavaScript, qu'on fait un check comme ça. Et en fait, réfléchissons, parce que dans les grandes codes base JavaScript, on fait plein de if en fait, pour pouvoir vérifier des conditions de flow. Il faut vraiment réfléchir à quelle valeur, à quel moment est-ce que la valeur, forcément, ça vaut nul à un moment donné. Parce que le fait de faire un nul ou pas, ça crée des états, en fait, et des fois, dans les grands codes base comme ça, c'est impossible à gérer. Donc, il y a un pattern aussi qui revient assez souvent lorsqu'on fait du JavaScript, c'est d'avoir géré les machines à l'état, en fait, des machines à l'état. Dans cet exemple-là, par exemple, j'ai un composant React que j'ai un peu créé artificiellement et que j'ai un state qui pourra m'indiquer que le composant il est en train de charger, où il y a des erreurs dans le chargement, où il y a des datas qui reviennent. Donc, souvent, on repose sur l'existence des attributs dans le state pour pouvoir faire des traitements correspondants. Et là, en fait, dans ce cas-là, c'est pas très bon parce que ça permet d'avoir des états impossibles. En fait, si par exemple un jour j'ai un état loading again false, j'ai une erreur qui vaut un string quelconque ou un data, en fait, on est planté. En fait, on ne sait pas trop où on va le faire. En fait, dans Flow, il y a une notion, c'est le type union. Ça fait partie des ce qu'on appelle les algebraic data type. En fait, ça nous permet d'avoir un ensemble de valeurs, mais à la fois, on a juste une valeur à la fois. Donc ici, je modélise le state comme l'union distincte en fait, de trois états différents, qui est complètement disjoint, et que selon ces états-là, je pourrais faire un switch case, ce qui est un peu plus déclaratif en fait. Et dans chaque case, en fait, je traite je fais son traitement. Et comme ça, en fait, tu n'aurais pas de problème quand ça arrive à avoir des états impossibles. Et le dernier cas, ça vient du monde Java. Donc, c'est le problème, ce qu'on appelle des problèmes de covariance ou contravariance souvent. J'ai deux fonctions. La première me permet de loguer un array. La deuxième me permet de loguer un array de string ou nul. En fait, quand je fais ça, est-ce qu'il y a un problème? Donc, il n'y a pas de problème parce que je log des arrays avec des strings avec la première fonction. Mais est-ce que je pourrais faire ça avec la deuxième fonction? Non, visiblement, Flow, il dit que non, on ne pourra pas. En fait, la raison pour laquelle on ne pourrait pas, c'est que dans sample, en fait, la deuxième méthode x de son paramètre, en fait, c'est un array de string ou nul. Et dans JavaScript, une fonction peut muter son argument. Donc, s'il mute le sample, en fait, il ajoute un nul ici, par exemple. Je fais un value plus nul. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, mon sample, en fait, c'est plus un array de string. Donc, c'est pas possible, en fait. Du coup, pour ce problème-là, même si au runtime, il n'y a pas de souci, mais pour prévenir problème éventuel qu'on va avoir, donc on pourra interdire à la fonction de muter l'argument qui passe dedans. Donc, dans Flow, il y a un type qui s'appelle read-only array qui nous permet de se prémunir de ce problème. En fait, le mot read-only, ça paraît assez simple, mais ça correspond à un mot qu'on appelle souvent c'est covariance. En fait, la contravariance, ça correspond à un mot c'est read-only. Donc, juste simple. Donc, on arrive un peu vers la fin de notre présentation. Je listais un peu quelques repos ici que moi et l'équipe Flow on écrit, c'est juste pour vous donner un peu quelques bonnes pratiques à garder en tête lorsque vous avez envie de travailler avec Flow, vu que c'est une technologie qui est pas très facile à prendre en main. Donc,
J'espère que je vais vous apprendre quelque chose pendant 15 minutes. Je suis dispo à l'extérieur pour les questions. Donc, merci beaucoup d'être là pour ma présentation. Donc,